Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Stockholm présent dans la relation de la victime à l'agresseur pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc ce syndrome apparaît quand il y a une relation de contrôle hostile de la part du partenaire pervers narcissique sur ses enfants ou sur le conjoint. Donc cette mise sous contrôle hostile, elle est accompagnée de menaces qui sont l'équivalent d'une menace de mort pour l'enfant. Si l'enfant se sent menacé d'abandon, de rejet, eh bien, c'est comme s'il était menacé de mort puisqu'il dépend pour sa survie du parent agresseur. Donc cette menace de mort, finalement, elle amène la victime, c'est ça qui est présent dans le syndrome de Stockholm, à sympathiser avec l'agresseur, à le protéger, à adopter certains de ses comportements pour essayer de l'apaiser et donc finalement de survivre. Et donc l'excuse, elle peut être présente en évoquant toutes sortes de raisons pour lesquelles le pervers narcissique se comporte ainsi et finalement en essayant de faire taire toute expression des émotions, des besoins en soi. Et donc finalement, la personne victime en arrive à petit perdre son identité. Et c'est bien ça le but finalement du syndrome de Stockholm, le but de ce contrôle, de cette domination, de l'emprise du pervers narcissique sur sa proie, c'est une destruction progressive de son identité. Et s'il s'agit des enfants, mais c'est plutôt alors d'empêcher finalement l'enfant de grandir avec une identité propre et donc d'accéder à une autonomie, une liberté, aussi bien dans l'expression que de soi que dans les actes. Et donc, ce contrôle hostile s'accompagne de violences. Ce sont des violences qui appartiennent à un style autoritaire. Et donc, dans les 4 styles parentaux, eh bien, le parent pervers narcissique fait partie du style parental autoritaire. Donc, il y en a 4. Il y a les styles démocratiques, autoritaires, permissifs et désengagés. Donc, ces styles permettent ou pas le développement de l'enfant. Et donc, pour se développer, il faut savoir que le petit enfant a besoin de chaleur affective, il a besoin de se sentir aimé, accepté comme il est. Il a aussi besoin d'un cadre, de limites, mais des limites qui soient stables, qui soient régulières et qui soient proportionnelles à son âge et à ses capacités. Et l'empathie aussi est un élément essentiel pour son développement, donc une empathie pour ses émotions, ses sensations et ses besoins. Et donc ces 3 éléments-là ne sont pas présents dans le comportement du pervers narcissique avec ses enfants, ce qui amène finalement l'enfant à ne pas pouvoir se développer, construire une identité affirmée. Et donc, en effet, le style autoritaire est un style qui est plutôt marqué par la violence psychologique, verbale notamment. Et donc, ça ne permet pas à l'enfant de construire sa sécurité. Et donc, sans sécurité, l'enfant ne construit pas la confiance en soi et l'estime de soi. Sans estime de soi, l'enfant ne peut pas s'affirmer, prendre sa place, se respecter. Et donc, ce style autoritaire est très frustrant dans la relation aux enfants et il est accompagné de maltraitance psychologique. Quelles sont les maltraitances psychologiques? Eh bien, l'APSAC, l'Association internationale contre les violences, les maltraitances psychologiques faites aux enfants, en a déterminé 5. Donc, il y a le rejet, qui consiste à dévaloriser, culpabiliser, mépriser, humilier, rendre honteux l'enfant, le ridiculiser, se moquer de lui, être froid avec lui, crier, hurler sur lui, exercer un contrôle de coercitif. Le deuxième type de maltraitance, ce sera la mise sous terreur, c'est-à-dire finalement terroriser l'enfant avec des menaces, du chantage affectif,
retirer le soutien, blesser l'enfant sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique, ou blesser ces animaux, casser ces objets, le mettre en danger, ou lui donner des objectifs difficiles à atteindre, impossibles à atteindre par rapport à son âge, par rapport à ses capacités, le punir sans l'éduquer, sans mettre de mots, d'explications sur le cadre. Donc, ne pas donner une compréhension à l'enfant des limites qu'il puisse finalement intégrer. Interférer aussi de façon intrusive dans ses actions, dans ses projets qui finalement empêchent l'enfant de s'épanouir. Le troisième type de violence, c'est l'isolement, couper l'enfant de ses liens sociaux, de ses activités sociales, l'enfermer seul dans sa chambre pour exercer des représailles sans objectif de dialogue, de construction du lien. Et le quatrième type, c'est la corruption, l'exploitation, donner des tâches inappropriées pour son âge et ses compétences. Parentifier l'enfant, donc l'enfant doit satisfaire les besoins du parent, tandis que le parent n'est pas à l'écoute des émotions et des besoins de l'enfant. L'inciter à la violence, donc c'est une façon finalement d'encourager les comportements destructeurs, de non-respect. Et cette incitation à la violence finalement favorise la transgression des règles et puis transgression de la loi. Il y a aussi dans la corruption et l'exploitation l'incitation à la prostitution ou à la pornographie. Donc le dernier type de violence, c'est le refus de réponse affective, privé de démonstration affective, de tendresse, de réconfort, d'empathie, de signes de reconnaissance positive. Et donc l'enfant a un besoin vital de reconnaissance positive pour grandir, il en est privé. Le parent se montre indifférent aux joies de l'enfant, à ce qui est important pour lui. Il n'est pas impliqué dans ses activités de loisirs, dans ses activités scolaires, dans les soins ou dans son éducation. Donc, ces maltraitances psychologiques font partie vraiment du contrôle hostile du parent pervers narcissique et ils amènent l'enfant à entrer dans le syndrome de Stockholm, donc à finalement essayer d'apaiser l'agresseur en sympathisant avec lui, surtout ne pas le contredire parce que toute forme de différenciation amène ces maltraitances. Et donc ça c'est bien très important, c'est interdit de la différenciation. La perversion narcissique n'est pas un problème lié à l'Oedipe, c'est un problème préoedipien lié à l'interdit de toute différenciation. Donc Bracamier parle d'ailleurs de l'Anteoedipe à propos de la perversion narcissique. C'est un interdit de différenciation. Une incapacité pour le pervers narcissique à reconnaître l'autre dans sa différence, reconnaître son identité, ou bien il détruit l'identité de l'autre s'il est adulte. Et donc ça, finalement, c'est présent dans ce que Alice Miller a décrit comme la pédagogie noire. La pédagogie noire, Alice Miller la résume par les points suivants. Le premier point, c'est que l'adulte se considère comme le maître de l'enfant. Donc il y a bien un rapport de domination et cette maîtrise est une maîtrise hostile. Hostile car finalement, elle vise à ôter toute volonté, tout désir à l'enfant, éliminer tout ce qui vient de lui, donc une non-reconnaissance de ses besoins, que ce soit la faim, la soif, la pensée propre, les émotions propres, les besoins propres. La deuxième caractéristique de cette pédagogie noire, c'est le fait que l'enfant ne s'aperçoive de rien en lui faisant croire que c'est lui qui décide, que c'est lui qui a choisi d'avoir ces comportements. Donc, c'est faire croire aussi que dans cette soumission, il ne perdra pas l'amour. Et l'enfant donc confond l'amour et la séduction. Et enfin, le troisième point, il faut culpabiliser l'enfant, notamment des colères de l'adulte,
en lui faisant croire que c'est pour le protéger. Et donc, cette culpabilisation est très, très présente dans la relation du pervers narcissique à sa proie, que ce soit le partenaire, les proches, les enfants ou les collègues. Dans tous ces cas, dans toutes ces relations, il y a vraiment un martèlement de phrases culpabilisantes et dénigrantes. Alice Miller donc décrit cette pédagogie noire dans la maltraitance qui est présente très tôt dans la vie de l'enfant. Et son livre « Le corps ne ment jamais » décrit les séquelles justement au niveau du corps de cette maltraitance. On ne va pas l'aborder ici, mais ces séquelles sont très importantes, notamment le stress chronique et les maladies de l'immunité. Elle décrit très bien le dressage dont l'enfant a été l'objet de la part du parent maltraitant dès les premiers soins. Donc là, évidemment, c'est le cas s'il y a une mère pervers narcissique qui donne les premiers soins, mais bien sûr, c'est aussi présent dans la relation au père. Et donc, une impossibilité d'obtenir du réconfort de la part du parent, alors que le réconfort, l'empathie, l'attention pour les besoins de l'enfant, c'est un élément essentiel pour son développement. Donc ça crée un grand état d'insécurité, le sentiment de danger permanent dans le ressenti de l'enfant. Et cette discipline de faire, finalement, elle explique que ça a pour but le sacrifice. L'enfant est éduqué au sacrifice. Et c'est bien ça qu'on retrouve dans le syndrome de Stockholm, c'est que finalement, la victime se sacrifie pour protéger l'agresseur. C'est ce qui s'est passé. Donc, lors de la sortie de la banque où les otages étaient pris dans la banque pendant quelques jours par leurs agresseurs, eh bien, elles sont sorties en protégeant leur agresseur. Elles se sont mises devant leur agresseur pour les protéger et ensuite les défendre en justice. Donc, par contre, si on reprend les autres styles parentaux, si on prend le style parental démocratique, là, au contraire, eh bien, c'est une relation qui est très humaine. Dans cette relation humaine, le parent est à l'écoute des émotions, des besoins de l'enfant, et il donne de l'amour, de la tendresse, de la chaleur humaine, tout en étant capable de poser des limites justes, bienveillantes, avec des explications, des limites éducatives aussi, qui permettent à l'enfant d'intégrer le cadre, et avec beaucoup d'empathie, cette empathie qui est la connexion à soi, mais aussi la connexion à l'autre. Et c'est dans cette empathie, cette connexion, que le lien entre le parent et l'enfant se construit. Sans cette empathie, il n'y a pas de lien. Et c'est ça le problème avec le parent pervers narcissique et ses enfants, c'est qu'il empêche finalement la construction d'un lien stable et donc sécurisant. Et c'est tout un problème donc de phobie du lien qui se construit chez l'enfant du pervers narcissique. Cette phobie du lien, comme si le lien était une menace, comme si le lien était dangereux. Dans le style démocratique, il y a donc un encouragement du parent à un équilibre entre chaleur, tendresse et mise de limites. Il soutient aussi l'autodétermination de l'enfant par ses limites stables, son cadre stable et régulier. Et il valorise l'enfant, il l'encourage, il lui donne confiance en lui et en ses capacités. Et donc, cette valorisation va être focalisée sur le positif, voir ce qu'il vit, ce dont il est content, plutôt que ce qu'il n'a pas fait, ce dont il n'est pas content. Donc, c'est un encouragement à être soi-même, et c'est la base finalement de l'apprentissage. Les enfants de pervers narcissiques ont du mal justement à apprendre, dans le sens où ils se mettent constamment une pression pour être parfaits et ne pas être exposés à la violence psychologique du parent pervers narcissique qui va pointer la faille, pointer l'erreur et finalement agresser l'enfant dans sa personne en le traitant d'incapable, de nul, etc. Donc, l'apprentissage se fait bien sûr par essai et erreur, reconnaissance de ses capacités,
aussi bien que de ses limites. Et donc, c'est grâce à cette reconnaissance que l'enfant a envie d'apprendre, a envie de progresser, d'évoluer. Alors que si finalement l'enfant est constamment l'objet de critiques, de dévalorisation, de maltraitance finalement, eh bien il est découragé, il est dans un état de désespoir chronique qui ne lui donne pas envie finalement de vivre et d'évoluer. Quant au style désengagé, eh bien, c'est un désengagement de la relation. Le parent n'est pas impliqué dans la relation à son enfant et cela se traduira dans une absence, absence pour les soins, absence pour le dialogue, absence pour le jeu, l'éducation. Ce désengagement donne un sentiment de vide à l'enfant et on peut percevoir évidemment chez le parent pervers narcissique ces moments de désengagement puisque finalement il n'est pas présent dans la relation, mais le style principal est bien le style autoritaire. Enfin, on a le style permissif. Là, c'est vraiment tout autoriser, ne pas mettre de cadre. Et donc, finalement, l'enfant est là plutôt pour satisfaire le parent. L'enfant est parentifié. Il est à l'écoute des besoins de son parent, qui est souvent dans une dépendance à l'enfant. Et donc, il va mettre l'enfant sur un piédestal en lui autorisant tout. Mais pour l'enfant, c'est quelque chose de très, très insécurisant. L'enfant a besoin d'un cadre pour se sentir en sécurité. Et sans ce cadre, ou avec un cadre instable, fluctuant, il est en insécurité. Donc ce parent permissif, finalement, amène l'enfant à une position idéalisée, où il est l'enfant tyran, l'enfant roi, et il y a là une maltraitance dans le sens inverse. L'enfant, finalement, manque de respect à son parent, puisque le parent ne se respecte pas lui-même. Donc là, le style permissif peut être présent à certains moments chez le parent pervers narcissique, non pas comme style dominant, mais comme un moyen finalement de garder l'emprise dans son style autoritaire, quand par exemple il a besoin d'obtenir ce qu'il veut d'une façon indirecte. Par exemple, si l'enfant parle de sa relation à d'autres personnes, eh bien, il va faire croire qu'il est un parent permissif pour finalement cacher la dimension maltraitante, autoritaire, violente de sa relation à l'enfant, alors que globalement, il est dans un style autoritaire au niveau de la relation à son enfant. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur les victimes de pervers narcissiques, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, soit sans questions-réponses, soit récits et témoignages. Ces deux livres sont parus aux éditions Ellipse. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Bonne journée!